Imagemo. 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 Bonjour, c'est Marie Lalande au micro d'Imagemo à voix haute, épisode du 2 juin 2024. Aujourd'hui, au début de la deuxième partie de l'émission, Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous présentent Raconte-moi des histoires. Et oui, ici, ce seront des histoires plutôt qu'une, puisqu'elles rapportent des échos du Festival du livre de Paris. Dans les coulisses du livre, on devait recevoir l'autrice et professeure de sociologie Caroline Dawson, mais Caroline nous a quittés avant. Alors, on lui fait un bref hommage bien mérité et on vous présente une rediffusion de l'entrevue réalisée en juin dernier avec Catherine Lapointe. On parle de ses livres et de sa caravane littéraire. Et on terminera l'émission avec les actualités littéraires. Mais d'abord, en première partie, à Dis-moi ce que tu lis, on parle avec le professeur Olivier Desutter, l'un des coordonnateurs d'un ouvrage essentiel qui s'appelle Rencontre, quand les créatrices et créateurs de livres entrent à l'école. Et Marie Barguirdian nous parle d'histoire et de littérature jeunesse dans sa chronique. Encore une fois, tout plein de livres et de choses à découvrir sur la littérature jeunesse. Je m'appelle Juliane, j'ai 11 ans. J'aime lire des livres de Kazuo Kibuishi parce que c'est une série de BD avec beaucoup d'aventures et de suspense. Je m'appelle Ellie, j'ai 11 ans et j'aime lire Les yeux du dragon de Stephen King parce qu'il y a beaucoup d'intrigues et de suspense. Dis-moi ce que tu lis. Dis-moi ce que tu lis, c'est le moment de l'émission où on rencontre des gens qui lisent les livres jeunesse ou qui les font lire aux jeunes. Aujourd'hui, on rencontre Olivier Desutter, professeur au département de pédagogie à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, titulaire de la chaire de recherche sur la littératie scolaire et l'un des coordonnateurs du très bel ouvrage publié aux éditions Druide et qui s'appelle Rencontre, quand les créatrices et les créateurs de livres entrent à l'école. Bonjour Olivier, bienvenue à Imagemo à voix haute. Bonjour à vous, merci de l'invitation. Oh, c'est un immense plaisir. Olivier, Rencontre, c'est un recueil de récits écrit par des auteurs, des autrices, des illustrateurs, des illustratrices dont vous avez assuré la coordination avec vos collègues professeurs Hélène Turgeon, qui en a assuré la direction littéraire. Il y avait aussi Martin Lépine et Marie-Christine Baudry. D'où c'est venu cette idée de publication? Pourquoi publier cet ouvrage? Alors c'est un projet effectivement en soi original, on aura l'occasion de voir ce qui en fait l'originalité. C'est un projet qui est né à la suite de travaux que nous avons déjà menés avec nos collègues depuis quelques années sur la question de la place de la lecture à l'école, sur la place des activités culturelles dans le milieu scolaire, sur l'impact de ces activités culturelles sur les élèves et en particulier un type d'activité culturelle qui a retenu notre attention ces derniers temps. Ce sont les activités qui permettent aux élèves d'être en contact direct avec des écrivains, des écrivaines, des illustrateurs, illustratrices. On s'est rendu compte que lorsque les élèves ont cette occasion dans le contexte scolaire, eh bien, cela peut avoir une incidence très positive sur plusieurs élèves. Lorsqu'il s'agit simplement parfois de rencontres ponctuelles à l'occasion d'ateliers parfois aussi très courts ou bien de rencontres, de tournées, ce qu'on appelle parfois des tournées dans les milieux scolaires, mais parfois aussi lorsque les projets s'installent plutôt dans la durée, lorsqu'on parle alors de résidence d'artistes ou d'écrivains en milieu scolaire. Ce dont on s'est rendu compte, nous, c'est que dans les travaux qu'on avait menés sur ces questions-là, on avait cherché à recueillir le point de vue des élèves sur ce qu'ils retiraient de ces expériences. On avait recueilli le point de vue des personnes enseignantes et on avait été peu attentif jusqu'à présent au point de vue des personnes professionnels du milieu culturel, des autrices, auteurs, illustratrices, illustrateurs. On s'est dit, mais pourquoi pas aller rechercher leur expérience, mais d'une manière originale, en leur proposant de nous écrire des textes inédits sous un
une forme littéraire qu'il choisirait, et avec pour consigne dans ses textes de faire écho aux expériences qu'elle et il avaient de rencontres avec les élèves dans les milieux scolaires. Et c'est plein d'authenticité, c'est plein de tendresse. Vraiment, à qui s'adresse ce livre? Alors, le livre s'adresse à plusieurs publics. D'une part, aux personnes enseignantes, aux futures enseignantes et enseignants aussi, mais aussi, ça a été pensé comme étant un livre qui peut procurer du plaisir de lecture au grand public, parce que il n'est pas pensé dans une perspective exclusivement pédagogique ou didactique. C'est d'abord et avant tout l'équivalent d'une anthologie, d'un recueil de textes d'autrices, d'auteurs et d'illustratrices, illustrateurs contemporains, qui permet aussi de découvrir des auteurs, une quinzaine de personnes, peut-être le travail de certains est moins connu, ce sera l'occasion de les découvrir. Puis c'est un livre que nous avons pensé, nous, comme pouvant finalement être présenté comme un livre à 3 volets. Un livre manifeste, un livre vitrine et un livre guide. Ah, c'est intéressant ça, ces 3 points de vue-là, parce que c'est vraiment ce qu'on retrouve. Hein. Vous l'avez dit, il y a 15 créateurs qui s'y racontent à leur manière, qui décrivent les étincelles, la chimie, moi je dirais la magie parfois, que produisent ces rencontres avec les enfants, les jeunes dans les classes. Est-ce que vous voudriez, Olivier, nous en lire quelques extraits que vous avez choisis? Je sais que c'est un piège, cette question-là, parce qu'il fallait d'abord choisir. Là. Ça, c'est difficile, mais j'aimerais bien que vous nous en lisiez quelques extraits. Oui, alors avec grand plaisir. 2 extraits peut-être qui illustrent des volets complémentaires. Dans un texte de Jeanne Pinchot, son texte se termine un peu sur les éléments qui suivent. Je me souviens qu'une petite fille de 6 ans m'a demandé à la fin d'un atelier où j'avais présenté quelques albums jeunesse. « Tu crois aux livres ?» Je n'ai pas compris tout de suite ce que voulait dire au juste cette fillette, mais j'ai spontanément répondu « oui ». Une fois la cloche sonnée, je me suis dit qu'elle voulait sans doute me demander si je croyais vraiment les histoires qu'on raconte dans les livres. Ses parents avaient sans doute dû lui expliquer qu'en général, les livres renferment des histoires qui ne sont pas vraies et qu'il ne faut pas y croire, voyons. Je suis quand même contente d'avoir répondu si spontanément. Après tout, oui, je crois aux livres, aux histoires, à la littérature, à la poésie, au haïku et à l'écriture, et aussi aux étincelles presque magiques qui peuvent surgir à tout moment en atelier d'écriture. Ben voilà, les étincelles et la magie, c'est déjà là, oui. Voilà. Et un autre extrait, si vous voulez, pour montrer aussi les formes différentes, c'était à Paris, c'était d'ouvrir cette possibilité-là. Des auteurs ont écrit des textes sous la forme de petits récits autobiographiques. D'autres se sont vraiment projetés dans un texte de fiction. Certains ont utilisé la forme du texte de théâtre, de la lettre. Un très beau texte écrit à des élèves avec qui l'autrice avait vécu une expérience d'atelier d'écriture long. Et puis, André Poulain, elle, a choisi la formule de l'abécédaire. Et dans son abécédaire, à la lettre G pour grimace, elle écrit ceci. « Voici la scène, une classe de première année où je viens de terminer une animation d'auteur. Voici le héros, un petit garçon très blond qui m'arrive à peine à la taille. Blondinet s'avance et examine mes livres étalés sur le rebord du tableau vert. « As-tu écrit tous ces livres-là » demande le gamin en faisant une grimace ambiguë. Je n'arrive pas à savoir s'il est horrifié ou émerveillé. « Oui » que je réponds incertaine. Et le petit blond de me demander d'un air impressionné. « Les as-tu tous lus » C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Vous parliez de... il y a Jean-François Sénéchal aussi qui écrit une lettre aux jeunes qu'il visite. C'est vraiment rempli. C'est des perles à chaque fois. Lors du lancement du livre, le 14 février dernier, vous avez vous-même raconté une anecdote que moi j'ai trouvée très, très savoureuse à propos de votre propre rencontre avec un auteur quand vous étiez gamin. Est-ce que vous voulez nous raconter ça? Eh bien, j'étais élève d'une école primaire de village en Belgique il y a déjà plusieurs dizaines d'années. Et je pensais a priori que dans mon école uniquement réservée aux garçons, dans le village, il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire qui se passait.
jusqu'au jour où on nous a annoncé, je crois que j'étais en 4e primaire, que élèves intéressés, à la fin de journée, la semaine suivante, on allait avoir le passage dans l'école d'un poète. Oh. Et le poète en question, très connu à l'époque dans la francophonie, c'était le poète belge Maurice Carême, une des figures importantes de la poésie pour la jeunesse. Oui. Maurice Carême, qui était déjà d'un certain âge, est arrivé dans l'école avec sa grande chevelure blanche, un béret, une cape. C'était tout un personnage, rien qu'à le voir arriver. Et pour accueillir Maurice Carême, l'instituteur de l'époque avait proposé aux élèves qu'il souhaitait de peut-être écrire des poèmes, en signalant qu'il allait choisir certains de ses poèmes pour pouvoir les lire devant Maurice Carême. Oh oui. Et je m'étais commis à l'époque, comme tout jeune garçon, souvent, ou en tout cas grand nombre de jeunes garçons, et bien plus qu'on ne le pense, je m'essayais à mettre de petites choses sur papier. Je commençais à m'amuser avec la langue, ou à découvrir que c'était possible de jouer avec la langue aussi. Et donc, je m'étais commis à une petite poésie qui avait été retenue à l'époque pour être lue devant Maurice Carême. Et je dois dire que quand j'y repense aujourd'hui, peut-être que cet épisode de ma vie scolaire a eu une incidence sur la suite de mon parcours. Peut-être que je ne serais pas par la suite devenu enseignant de français. Peut-être que je ne serais pas quelques années plus tard devenu moi-même professeur, chercheur, formateur dans le domaine de la didactique du français. Sans doute, en tout cas, ce qui est clair, c'est que mon rapport à l'écriture ne se serait pas construit de la même façon, et mon rapport à la littérature, si je n'avais pas eu cette chance de vivre cette expérience de valorisation positive à la fois de ma capacité créatrice, et puis aussi de me rendre compte que les personnes écrivaines, c'est pas seulement des gens qui sont morts et enterrés, dont on ne trouve des traces que dans des livres imprimés, mais que ce sont aussi des personnes vivantes avec qui on peut interagir. Oui, c'est ça. C'est fondateur, en fait, pour certaines personnes, ces rencontres-là. En plus des récits des créateurs, à la fin de l'ouvrage, il y a une section consacrée à des conseils qui sont adressés aux créateurs, autant qu'au personnel enseignant. Pourquoi? Et quel genre de conseils peut-on trouver ici? Alors, ce qui nous a inspiré pour cette petite section finale, c'est que il se fait que la plupart des personnes qui circulent dans les milieux scolaires pour partager leur travail en tant qu'artistes ou écrivains, illustratrices, illustrateurs, sont des personnes qui réalisent ces activités grâce à un soutien d'un programme du ministère qui est important, et il faut souligner donc cet aspect-là, le soutien gouvernemental à ce sujet, le programme Culture-Éducation qui permet de financer une grande partie des tournées d'écrivaines dans les écoles, qui permet aussi de financer des résidences de plus longue durée dans les écoles. Mais de notre point de vue, lorsque les personnes reçoivent un contrat pour réaliser ce type d'activité dans les milieux scolaires, il n'y a pas parallèlement, je dirais, de démarche de sensibilisation ou de formation. Non, c'est ça. Et pour les échos que nous en avons, évidemment, souvent avec le temps, les personnes développent un certain nombre d'habiletés et développent des stratégies intéressantes de communication avec les enseignants, avec les élèves aussi. Mais il arrive parfois aussi, hélas, que ces rencontres ne débouchent pas toujours sur ce qui est attendu. Parfois, elles sont mal vécues, soit par la personne autrice, soit par la personne enseignante, soit par les élèves eux-mêmes. Et nous nous sommes dit que ça vaudrait peut-être la peine, à la fois sur la base d'expériences qui nous avaient été rapportées, mais aussi de ce qui ressort des travaux scientifiques, de nous amuser comme ça à proposer ce petit guide final avec quelques conseils, dont par exemple l'idée des conseils qui pourraient être adressés aux élèves ou qui pourraient même être rédigés avec les élèves avant une rencontre, de manière à préparer les élèves à cette rencontre, et par exemple attirer l'attention des élèves sur le fait que les créatrices et créateurs de livres ne sont pas tous des extraterrestres. On peut justement communiquer avec elles et avec eux plus facilement qu'on ne le pense, que les créatrices et créateurs de livres ne correspondent pas toujours aux personnages qu'ils mettent en scène dans leurs livres. Ils peuvent parfois être plus âgés que leurs personnages principaux. Ils peuvent parfois être a priori très différents.
Ouais. Et donc, on s'est amusé à faire la même chose aussi pour les personnes créatrices, par exemple, en les invitant à se rendre compte aussi en miroir que les élèves ne sont pas tous des extraterrestres, que même s'ils parlent une langue qui peut leur sembler étrange, on peut communiquer avec eux plus facilement qu'on ne le pense. On les invite aussi à s'informer de l'actualité des élèves et on a essayé de le faire sous forme humoristique. Un gros examen de mathématiques ou un important match de l'équipe de football de l'école est-il programmé le jour de votre visite ? Une nouvelle ou un nouvel élève a-t-il intégré le groupe récemment? Est-ce que c'est l'anniversaire d'un élève? Est-ce qu'un événement particulier s'est déroulé récemment dans l'école ou dans le quartier? Insister aussi sur le fait que pour les personnes créatrices, il n'y a pas a priori de mauvaises questions. Même si vous n'avez pas du tout envie de répondre aux questions qu'on vous a déjà posées des centaines de fois. Où habitez-vous? Quel âge avez-vous? Avez-vous des enfants? Êtes-vous riche? Avez-vous été bon élève? Qu'est-ce qui vous a amené à devenir écrivaine? Quel sera le sujet de votre prochain livre? Eh bien, accueillez chaque question comme si c'était la toute première fois que vous est posée. Ben oui, tout à fait. Olivier Desutter, vous êtes professeur au département de pédagogie à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Vous formez, vous accompagnez la relève des enseignants. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous leur suggérez comme pratique gagnante pour faire aimer la lecture et l'écriture aux plus petits? Pour moi, il y a deux éléments très importants. Premièrement, de prendre du temps pour faire des expériences significatives autour du livre et de la lecture avec les élèves, quel que soit leur âge et quelle que soit leur étape dans la scolarité. Donc ça suppose d'avoir accès à des livres dans la classe et en dehors de la classe. Ça suppose de réserver du temps pour la lecture, mais ça suppose aussi de se donner l'occasion parfois d'aller au-delà du contact avec les livres et de rencontrer les personnes qui se trouvent derrière les livres. Et c'était l'idée originale du volume Rencontre. Et par ailleurs, l'autre élément, c'est aussi de peut-être privilégier des livres qui eux-mêmes mettent en scène des situations de lecture, d'écriture, de rapport avec la langue. Et à ce sujet, comme vous me l'aviez proposé, je terminerai peut-être par une petite suggestion. Oui, allons-y pour votre suggestion, parce que c'est notre tradition. Qui est dans cet esprit-là. C'est un livre paru aux éditions Didier Jeunesse en 2022 et qui a justement pour titre « Perdu ma langue ». Perdu ma langue de Daisy Bolter et Victoria Dorsch. Un livre qui met en scène un jeune garçon dont les parents ont émigré dans un autre pays et les parents ont gardé le contact avec la langue de leur pays d'origine, mais le petit garçon, lui, a du mal avec cette langue de son pays d'origine. Et tout le livre va se dérouler autour de cette question-là. Quel sens ça a pour lui de maintenir ou pas cette langue du pays d'origine? Comment il vit cette situation de plurilinguisme? Comment il perçoit le fait de laisser de la place encore dans son cœur, dans son esprit et dans sa tête, non seulement à cette langue qui était celle de ses parents, mais aussi à la nouvelle langue de leur contexte d'accueil. Ça, c'est formidable. Ça nous permet de faire un lien. On salue Françoise Armand, notamment les gens qui travaillent à Élodile, qui contribuent dans ce sens, qui font ce qu'il faudrait qu'on fasse finalement dans une atmosphère d'accueil pour tous ces enfants qui viennent d'ailleurs. Et ça nous permet aussi de faire un lien avec Caroline Dawson, dont on va souligner le travail dans la deuxième partie d'émission. Je vous remercie, Olivier Desutter. Je rappelle que les auditeurs vont pouvoir retrouver tous les liens vers les titres qu'on a mentionnés sur le site de l'émission. Merci, Olivier, pour cet ouvrage phare, pour ces liens concrets que vous créez entre le monde universitaire, la recherche et ce qui se passe dans les classes, sur le terrain, avec le plaisir de la lecture, de la littérature, comme fer de lance au grand, grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous de contribuer à ce cercle qui doit s'agrandir en permanence des passeuses et des passeurs de lecture. C'est ce qu'on essaie de faire. Merci, Olivier. Avec grand plaisir. Je m'appelle Nathan, j'ai 10 ans, j'aime lire des livres qui parlent d'enquête ou du genre fantasy comme Tolkien le Brave. Il y a des combats, des choses fantastiques et des quêtes. La
chronique de Marie Barguirdian. Bonjour Marie Barguirdian. Bonjour Marie Lalande. Bien contente de vous retrouver. Et dans l'émission d'aujourd'hui, 2 fois plutôt qu'une, on vous retrouve. Marie, votre chronique d'aujourd'hui porte sur l'histoire, avec un grand H, et la littérature jeunesse. On vous écoute. Alors, souvent, on me demande des livres portant sur un thème précis. C'est pas toujours facile de faire comprendre aux gens qu'un livre, c'est de littérature jeunesse, ou un livre tout court. Ce n'est pas un thème qu'on développe, mais d'abord une histoire traversée d'idées, de pensées, de valeurs, et en effet de thèmes qui peuvent rejoindre des sujets sociaux, historiques, scientifiques ou artistiques. Et c'est vrai, par le regard détourné de la fiction, on peut aborder à peu près tout et transmettre à peu près tout. Ouais. Après, si l'on veut, sur des sujets précis, avoir plus d'informations, alors oui, il existe des ouvrages documentaires qui servent à combler notre appétit de connaissances. Ces livres ont une approche plus rationnelle, moins émotive, basée sur les faits, avec des données, des chiffres, etc. Pour aborder des notions historiques, et notamment pour les plus jeunes, la fiction est vraiment très intéressante car elle implique un peu plus le lecteur. Et on sait combien la part affective est porteuse quand on veut que les enfants s'attachent à la lecture d'une histoire ou un personnage. Ouais. On sait aussi qu'à travers une histoire, on comprend et on apprend bien des choses sur notre humanité et son histoire avec un grand H. Le lien de transmission est donc au cœur de la littérature et beaucoup d'auteurs, autrices l'utilisent pour évoquer la grande histoire. Alors j'ai repéré plusieurs façons d'aborder les choses. D'abord un regard autobiographique. Certains auteurs ont eux-mêmes vécu des pans importants de l'histoire, comme Tommy Ungerer, le grand Tommy, qui transmet dans son album Otto les horreurs de la guerre, particulièrement la Deuxième Guerre mondiale. Il utilise la voix d'un ours en peluche et arrive à transmettre la violence, la discrimination, l'exil, mais aussi apporte une fin heureuse et même assez comique. Ou encore Chen Jianghong qui dans sa bande dessinée Mao et moi, un véritable exploit, raconte l'effrayante histoire de la révolution culturelle, alors qu'il avait 8 ans d'ailleurs, pendant laquelle son père a disparu pendant des années, envoyé en camp de réhabilitation. Dans les 2 cas, l'autobiographie permet aux jeunes de comprendre à quel point l'histoire individuelle croise l'histoire collective. Elle est même parfois engloutie, comme c'est le cas dans Mao et moi. Évidemment, ces types de récits sont à adresser à des jeunes de fin de primaire, je dirais plutôt. L'émotion y est très forte, les faits racontés de façon assez frontale, sans pour autant choquer, mais bon, il est clair que ces albums demandent quand même un accompagnement. Et ça m'a fait penser, ça m'a rappelé le tricycle de Shinichi, bon choix. De Tatsu Ali Kodama. Tout. Ça m'a fait penser à ça aussi. Ouais. Absolument. Alors, dans un regard biographique et non plus autobiographique, je pense aux albums que l'on qualifierait alors de docu-fiction, qui racontent l'histoire d'un personnage connu et à travers cette vie importante, bien sûr, on traverse l'histoire et la société. Par exemple, l'histoire de Rosa Parks, de Louis Pasteur. Bon, vous savez, c'est cette collection Petites à Grandes ou Petits à Grands à la courte échelle qui est vraiment réussie. Enfin, qu'on voit d'ailleurs dans tous les pays du monde. Un exemple de, par exemple. Voilà. Même dans les vies d'artistes comme Riopelle ou Ferron, on sent bien l'importance de l'histoire derrière leur propre vie. Ça les a souvent motivés dans leurs décisions, comme Marcel Ferron, qui est parti parce qu'elle en avait assez de la grande noirceur. Oui, donc, alors vous faites référence à Marcel Ferron, Une vie colorée, que vous avez écrit. J'osais à peine le dire. Ouais, mais moi, je le dis. Parfois, le drame de l'histoire se passe de texte. C'est le cas pour Le Papillon jaune d'Alexandre Chatokhin, publié chez Comme des Géants, qui raconte par l'illustration seulement, fallait le faire, l'histoire bouleversante d'un jeune enfant confronté à l'horreur de la guerre en Ukraine. Album sans texte donc, dans lequel, à travers les barbelés, un petit papillon jaune invite l'enfant à le suivre, l'entraînant courageusement vers une lueur d'espoir. Ouais. La narration est seulement conduite par les illustrations qui font progresser les émotions du récit vers la lumière. Belle réussite. C'est vraiment magnifique. Ouais. Mais on peut aussi aborder l'histoire avec un regard plus amusant et détendu, je dirais. Jacques Goldstein y excelle en glissant habilement dans ses dessins des allusions à la grande histoire. Ainsi, dans son album Le Tricot, publié chez La Pastèque, et dans cette transmission du tricot faite à sa petite fille, la grand-mère évoque plusieurs époques de l'histoire que rien ne nous empêche d'ailleurs d'éclairer après la lecture avec des documentaires. On y observe entre autres sur une écharpe des épisodes du Moyen-Âge qui ressemblent à la fameuse tapisserie de Bayeux. Sur une autre page, elle raconte qu'elle a tricoté un chandail rouge pour supporter le froid pendant la grève de l'amiante, un moment important de l'histoire du Québec.
Ouais. Dans Jules et Jim encore, Jacques Goldstein aborde plus directement le thème de l'histoire. Ici, celui de la Première Guerre mondiale. On y côtoie 2 personnages liés dès leur petite enfance, avec 2 caractères très différents, et on les suit à l'entraînement, sur le bateau qui les amène en France vers la guerre, dans les tranchées, et jusqu'au bout du terrible conflit, quand malgré l'armistice, et ça on le sait toujours pas toujours, les soldats ont continué de se battre quelques heures encore et à bêtement mourir, j'allais dire, ce qui est le cas de l'un des 2. Oui, un des 2 personnages, puis on s'attache tellement à ces personnages. Incroyable. C'est magnifique. Pour revenir à la guerre, centrale dans l'histoire de l'humanité, malheureusement, certains auteurs font un pas de côté en proposant plutôt une lecture des conséquences des conflits, auxquelles on ne pense pas toujours, mais elles sont poignantes. Enfants orphelins, blessés ou déportations. Dans Fidèles éléphants, c'est encore un autre pas de côté. Cet album de Yukio Tsuchiya évoque l'attachement du gardien du zoo de Tokyo pour ses éléphants qu'il a dû laisser mourir de faim et dont il a été témoin de la mort. C'est un récit poignant. Ouais. Oui, sans évoquer un moment précis de l'histoire, beaucoup d'albums en évoquent les douleurs, les émotions. Elles sont plus que nécessaires, ces histoires de transmission qui doivent servir à comprendre la complexité de l'humain. Et c'est pour ça on doit accompagner les élèves ou les enfants quand on leur lit ce genre d'histoire. Absolument. Ouais. À propos de l'histoire du Québec, d'ailleurs, je voudrais rappeler la collection Mémoire d'images aux 400 coups, alors qui demande certes vraiment un accompagnement. Et c'est une collection qui vise à mettre dans les mains des jeunes lecteurs les images du passé et à raconter des moments qui ont fait l'histoire du Québec. La collection utilise à cet effet des documents d'archives, une collection destinée plutôt au IIIe siècle. Alors, faire l'expérience du passé, donner des points de repère, c'est mettre des mots sur certaines situations ou événements qui parfois reviennent au cours de l'histoire de l'humanité. Cela semble essentiel auprès des jeunes. Comprendre d'où l'on vient, pourquoi, comment, comprendre d'où vient l'autre dans une société de la diversité, c'est développer aussi de l'empathie. Pour les jeunes, c'est appréhender l'espace et le temps. Et l'on sait qu'à partir de 7-8 ans, un enfant est apte à construire le temps et ainsi être capable de mettre en place des événements, l'avant, l'après, le simultané. Autrement dit, ça les aide à prendre conscience de la distance temporelle entre passé et présent. Et cette relation au temps s'incarne mieux dans une expérience personnelle telle que l'offre la littérature jeunesse. Elle est plus marquante pour les enfants. Alors, on a besoin d'histoire pour la transmission. Merci Marie pour cette chronique. On va retrouver les liens vers les titres que vous avez mentionnés. Et d'ailleurs, on vous retrouve tout de suite après la pause. Votre chronique littéraire Raconte-moi des histoires avec Mathilde Routy suit tout de suite après la Avec pause. plaisir. Alors oui, dans 2 minutes, Marie et Mathilde nous rapportent les échos du Festival de livres de Paris. On fera un hommage maison à Caroline Dawson et on rediffuse l'entrevue réalisée l'an dernier avec Catherine Lapointe. Bien sûr, il y aura des actualités littéraires. À tout de suite. On est de retour à Images et mots à voix haute. Bienvenue en 2e partie d'émission. Bonjour, je m'appelle Arnaud, j'ai 11 ans et j'aimerais recommander le livre La triple vie de Charlie aux enfants de 10 à 12 ans, qui est un livre avec un vocabulaire extraordinaire qui peut parler à tout le monde. Raconte-moi une histoire. On écoute maintenant une des chroniques littéraires de On a tous besoin d'histoire, sous la forme d'une conversation entre elles. Marie Barguirdian et Mathilde Routy nous racontent, elles ne nous racontent pas une histoire, mais plutôt des histoires, puisqu'elles nous rapportent les échos du Festival du livre de Paris. On écoute. Raconte-moi une histoire, la chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire. Alors aujourd'hui, Mathilde, nous proposons à nos auditeurs un épisode qui s'intitule non pas Raconte-moi une histoire, mais des histoires. Parce que le Québec était l'invité d'honneur au Festival du livre de Paris en avril dernier et ce fut un moment
très stimulant dans la multitude des livres. Et qu'as-tu fait comme découverte? Bon, commençons par le doudou, parce que Claudia La Rochelle était là, un doudou qui ne sentait pas bon, qu'elle a même présenté au président de la République. C'est drôle, c'est affectueux, les illustrations apportent plein d'humour au texte. Rappelons que les illustrations sont faites par Mayra Kiodi et c'est publié à La Bagnole. Tout commence un jour de lavage alors que la doudou de Jeanne doit aller faire un tour de laveuse. Mais sa doudou n'aime pas être mouillée, tourbillonnée dans la laveuse. La doudou décide de fuir dans la forêt et vivre avec sa mauvaise odeur. On vous laisse deviner la suite. Alors j'ai aussi eu l'occasion de signer à côté de l'illustratrice de l'Abécédaire d'hiver, publié chez Station T, l'illustratrice Fanny Achache. Ces illustrations accompagnent vraiment bien l'humour et la poésie du texte de Fabienne Gagnon, qui nous régale toujours de ses poésies. Un texte aux mots qui glisse et qui vole dans une ambiance polaire. Je te laisse à lire un extrait. Dehors, les degrés dégringolent. Dedans, sous les draps doux, danse de mes doudous, sans dessus-dessous. J'ai aussi découvert Blanche comme un drap de Chloé Varin et Rémi Allen chez Fonfon, un album très sensible qui tourne autour du thème de l'affirmation de soi. Il faut dire que dans sa vie, Blanche est presque transparente. Ses parents sont tellement absorbés par leur vie, leur course à vivre, j'allais dire, qu'ils en oublient l'essentiel. C'est une rencontre qui va amener Blanche à voir les choses autrement, une rencontre avec Canaille, une chienne qui lui donnera le courage de s'affirmer. La langue est belle et poétique, le récit bien rythmé. Les illustrations merveilleuses avec de magnifiques couleurs et le trait précis de Rémi Allen accompagnent parfaitement les émotions de Blanche. Les Parisiens ont aussi découvert La Mystérieuse Souffleuse, un album publié chez Deux, écrit par Larry Tremblay et illustré par Enzo. Je dis mystérieuse car à Paris, les souffleuses à neige sont assez rares. La réussite de cet album tient beaucoup à la façon dont Larry Tremblay a choisi de personnaliser la souffleuse. Terrible monstre capable d'avaler des enfants. Mais non, justement, cette souffleuse fait attention à ne pas blesser ces 12 gamins téméraires et curieux qui tentent de lui jouer des tours. Il joue avec le feu, ou plutôt avec la neige, dans laquelle il se cache parfois. Mais attention à la souffleuse, une histoire d'horreur se profile-t-elle ? Et oui, le tragique n'est jamais très loin dans la plume de Larry Tremblay et les illustrations d'Enzo contribuent totalement à l'impression d'étrangeté, à l'aspect décalé du récit et au suspense. Pour terminer notre sélection, n'oublions pas que cette année marque les 10 ans des éditions Comme des géants et nous avons choisi Le Vaillant Petit Gorille, écrit par l'éditrice elle-même, Nadine Robert, et illustré par Gwendal Lebec. Cette histoire touche à la fable, dont la petite morale serait aux innocents les mains pleines. C'est l'histoire d'un grand-père qui demande à son petit gorille d'aller chercher les 3 œufs que la grue lui a mis de côté. Son parcours sera semé d'embûches sous le regard d'autres singes malveillants qui font courir des rumeurs, accusant tour à tour le petit gorille d'avoir volé les œufs, d'avoir arraché des plumes à l'autruche et même d'avoir mordu l'un des leurs. Mais le souci du petit gorille est surtout de faire tout le trajet sans casser ses œufs pour ne pas décevoir son grand-père. Et alors qu'il arrive presque à destination, voilà que ces malveillants l'entourent et l'accusent. Seulement, ils ne savent pas qu'un témoin caché dans la gueule de l'hippopotame va pouvoir rétablir la vérité. L'illustration de cette immense gueule ouverte en impose et fera fuir les idiots. Est-ce qu'on dit qui est ce témoin ? Ah non, je garderai la surprise. Ah oui, on le dit ? Allez, un petit oiseau. Tu sais, de ces petits oiseaux qui nettoient les dents des hippopotames. On aime beaucoup cette histoire dans laquelle on développe beaucoup d'empathie pour ce petit gorille. On a vraiment peur avec lui que les yeux se cassent et l'on ressent fortement le sentiment d'injustice aux accusations qui ne sont au fond que de mauvaises interprétations, comme il arrive parfois dans la vie. Voilà, c'était notre bouquet final pour terminer cette année de balado et en espérant que ces idées de lecture vous donneront le goût de les découvrir. C'était Marie Barguerdjan et Mathilde Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire.
Sur le site de l'émission, vous retrouverez les liens vers les titres mentionnés, la page Facebook de On a tous besoin d'histoire et celui qui vous permet de réentendre toutes les chroniques littéraires « Raconte-moi une histoire ». Dans les coulisses du livre, c'est le moment de l'émission où, en principe, on rencontre des gens qui font les livres jeunesse. Aujourd'hui, on avait prévu une rencontre avec l'autrice et sociologue Caroline Dawson, mais bon, Caroline a été emportée par un cancer. Alors, dans un premier temps, on va prendre quelques minutes pour lui rendre hommage, pour souligner l'importance de ses mots, de ses gestes, de son implication dans le monde de la littérature. Le 14 mai dernier, à l'émission « Il restera toujours la culture » à Ici Première, lors d'un entretien avec Caroline, Émilie Perrault a annoncé la création d'un nouveau prix littéraire destiné à l'honorer, qui récompensera un roman ou un essai publié en français par un écrivain, une écrivaine canadien ou canadienne émergente et issue de la diversité. C'est aussi à ce moment-là que les auditeurs, les auditrices ont appris que Caroline Dawson était dans une démarche en fin de vie, que la guérison n'était plus une option et que pour elle, chaque jour était un cadeau. Rappelons quelques éléments importants du parcours de Caroline. Née en 1979 à Valparaiso, ses parents ont fui le Chili et la dictature de Pinochet. Ils ont demandé l'asile politique au Canada et se sont installés au Québec, à Montréal plus précisément, en 1986 alors qu'elle avait 7 ans. Elle a étudié à l'Université de Montréal et obtenu une maîtrise en sociologie. Son parcours universitaire est marqué aussi par son militantisme et son implication politique au sein de la communauté. Elle a enseigné la sociologie au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Caroline Dawson a assuré des chroniques sur la littérature à Il restera toujours la culture et s'est impliquée comme animatrice des balados D'une langue à l'autre de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, réalisée dans le cadre de la récente campagne Travailler en français au Québec, c'est un droit. Elle y a interviewé Adi, Yuping, Marcella, Maria, Esther, Blandine et Julio, tous des immigrants qui racontent une partie de leur histoire, ce qui a parsemé leur route. Son roman « Là où je me terre » est paru en novembre 2020 aux éditions du Remue-Ménage, finaliste au prix des libraires du Québec et lauréat du prix littéraire des collégiens. C'est un roman d'autofiction où elle dépeint le parcours de réfugiés vécu par une petite fille de 7 ans, de sa famille, parsemé d'embûches que vivent plusieurs immigrants, les défis de l'immigration, de nouvelles langues, de l'intégration à une nouvelle culture. C'est aussi, entre autres, un formidable hommage à ses parents et tout particulièrement à sa mère. En 2023, elle a publié un recueil de poésie, Ce qui est tu, chez Triptyque, qui a des affinités avec le récit et qui aborde la question d'exil, du racisme et de la honte. Elle s'y adresse à son fils, qui avait alors le même âge qu'elle lors de son immigration du Chili au Canada. Cette année est paru aux éditions de La Bagnole, l'album pour les enfants Partir de loin, illustré par Maureen Poignonnec. Elle y raconte la réalité de l'immigration aux petits avec humour du point de vue d'une enfant. Caroline a aussi fait partie de l'équipe derrière le Festival de littérature jeunesse de Montréal qui a lieu au mois d'août depuis quelques années. Vous dire à quel point j'aurais aimé la recevoir à l'émission pour parler avec elle de lecture et d'écriture. J'aimerais lui décerner un prix symbolique. Une enseignante m'a déjà présenté à ses élèves comme la fée des livres. Je crois que nous sommes plusieurs, toute une communauté, une sororité, je dirais, parce que ce sont souvent des femmes qui font rayonner la littérature jeunesse. Tout un groupe de fées des livres. Aujourd'hui, j'aimerais nommer officiellement Caroline Dawson marraine honorifique des fées des livres. Je souhaite à sa famille tout plein de douceur. On vous offre maintenant la rediffusion d'une rencontre réalisée en juin dernier avec une autre fée des livres, Catherine Lapointe. Bonne écoute. Dis-moi ce que tu lis. C'est le moment privilégié de l'émission où on rencontre des gens qui lisent et qui font lire les livres jeunesse. Aujourd'hui, on reçoit virtuellement une enseignante
aux multiples chapeaux, Catherine Lapointe. Bonjour Catherine. Bonjour Marie, c'est vraiment un privilège là, d'être avec toi, parler de littérature jeunesse, je suis contente. Eh bien, c'est un privilège, en tout cas c'est un privilège pour moi aussi, et c'est vraiment une chance qu'on a de vous avoir, vous, avec nous. Bienvenue à Images et mots à voix haute. J'ai mentionné vos multiples chapeaux, Catherine. On va les décrire, ces couvre-chefs qui vous vont si bien. Je vous présente rapidement. Vous êtes, entre autres, enseignante en 2e année à l'école du Campanile du Centre de service scolaire des Découvreurs. C'est situé à Sainte-Foy. Vous êtes la maman de 2 filles qui grandissent. Vous êtes aussi créatrice et autrice. Vous avez écrit de la poésie, réalisé quelques peintures et publié l'an dernier chez Deux l'album Copain. Et vous êtes l'initiatrice de la formidable initiative citoyenne La Caravane littéraire. Catherine, on a fait ensemble le choix difficile de ne mettre la loupe aujourd'hui que sur une seule parcelle de votre vie trépidante. Et c'est promis, c'est une promesse, là, on vous l'a fait en public. On va vous réinviter. Aujourd'hui, alors, on va parler surtout de votre projet, La Caravane littéraire, un Westphalia rempli de livres que vous conduisez pendant les beaux jours et qui s'arrête dans des endroits variés pour faire vivre des expériences de lecture plaisir. C'est né quand? Pourquoi? Bien, la caravane est née il y a 3 ans, là, au moment où je tournais la clé de ma classe pour la fermer pour l'été. Et là, j'ai eu la réflexion en regardant mes piles de livres que je ne pouvais pas laisser tout ça dormir pendant 2 mois, pendant que certains enfants n'avaient même pas accès à peut-être même un livre de qualité pendant l'été. Donc, je venais de m'acheter un Volkswagen Vanagon 91. J'ai mis dans ma boîte une 20aine de coups de cœur. Puis je pense que ça a été ça le moment le plus difficile du projet, de choisir mes coups de cœur, parce que je suis assez polyamoureuse de la littérature jeunesse en général. Donc, puis moi, je pense fermement que quand on a une bulle, une idée qui surgit comme ça, il faut l'honorer dans l'action. Donc, j'ai fait tout de suite un test de la caravane littéraire un matin dans la rue d'une de mes amies. Puis là, la magie a opéré. Le nom s'est imposé le jour même, mais après, la mission s'est un peu précisée par la suite. Ce que moi, je souhaite faire avec ce projet-là, ce projet citoyen, c'est de démocratiser, réhabiliter la lecture plaisir, surtout dans les communautés vulnérables. Je veux offrir un espace ludique parce qu'on s'entend qu'un West, avec le toit popé, des fanions, des livres étalés partout, ça attire beaucoup l'attention. Ouais. Donc, les livres-là qui sont triés sur le volet, j'y veux en quantité, en qualité. Puis j'y veux pour le collectif, parce que je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours appelé les projets sociaux. Ah oui, alors ben c'est ça. Moi, c'est ça qui me titillait. Vous vous intéressez à la pédagogie sociale, Catherine. Pourquoi? Ben, la pédagogie sociale, ça ouvre sur le communautaire. C'est tout l'univers culturel, citoyen, et je pense que les enfants peuvent y trouver vraiment des repères puissants là-dedans. Je pense qu'ils ont besoin de ces repères-là, que nous, on en a besoin aussi dans l'époque dans laquelle on est. Aussi parce que l'école doit s'aligner avec ces discours, parce que on parle beaucoup d'ouverture, d'engagement, de curiosité, mais il faut l'amener ça dans la matière, en ouvrant notre porte, en allant vers les autres, en apprenant à écouter, à redonner, à vivre ensemble. Fait que ça ne doit pas être un concept qui est dans un diagramme de l'école québécoise. Il faut sortir dans la rue, créer des rencontres, des expériences, comme par exemple un grand-papa qui vient animer une activité, un jeune du secondaire qui vient lire une histoire. C'est arrivé dans ma classe là, récemment. Une voisine du quartier qui écrit un message à mes élèves pour dire combien leur poésie arboricole dans le sentier qui mène au commerce les a touchés. Tout ça, ça crée des bienfaits bilatéraux. Puis ça crée surtout du sens pour les enfants. Je pense que ça nous fait habiter le monde, ça nous fait mieux le comprendre aussi. Ça vous honore, Catherine. Pourquoi vous croyez utile, parce que vous avez dit que vous partez l'été en Westphalia, puis vous faites voyager les livres, vous faites voyager la littérature jeunesse, vous amenez ça dans les milieux plus ruraux du Québec. Pourquoi vous croyez que c'est utile de faire ça? Bien, en étant enseignante, je connais bien l'effet de la présence des livres dans la vie des enfants, mais je connais aussi l'effet de l'absence des livres. Donc, par exemple, pour une partie des enfants qui sont plus touchés là, dans des villages dévitalisés, ils n'ont pas accès à une librairie, ni à une bibliothèque, parce que la bibliothèque, c'est la seule qui est dans leur école qui est fermée. Ouais. Donc, c'est nécessaire. Là, entre en jeu la glissade de l'été, puis la perte des acquis. Ça peut créer un grand fossé dans les apprentissages au retour en septembre. Ça peut les mettre à risque aussi tout au long de leur scolarité avec, on connaît les impacts potentiels
qui a le décrochage scolaire. Donc, mais le plus essentiel pour moi, c'est de créer une identité de lecteur. Je pense que c'est ça ma plus grande mission de la caravane, pourquoi je la fais voyager jusque-là. Pour avoir une identité de lecteur, il faut qu'on ait une grande quantité de livres, parce qu'il faut connaître les livres, il faut baigner dedans, il faut être capable de faire des choix. Donc, pour que les livres soient une priorité dans notre vie, il faut être en contact avec des albums qui sont surprenants, des documentaires qui sont originaux, des bandes dessinées qui font réfléchir, des romans aussi qui changent notre rapport aux autres. Donc, moi, je veux créer cet élan-là. Un enfant là, à qui je dis, t'as ce que tu veux pour aller dans une librairie, prendre les livres de ton choix, qui part d'un pas assuré dans le rayon, là, parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait il a besoin de quoi. Il comprend aussi que le livre, c'est un objet de transformation sociale. Bon, évidemment, il ne va pas le dire comme ça, mais il va savoir que ce livre-là évoque quelque chose. J'aimerais ça que les gens referment un livre, en fermant les yeux, puis qui ne soient pas capables de s'empêcher d'aller voir quelqu'un pour partager ce qu'ils viennent de lire. C'est ça l'identité de lecteur, c'est ça être un lecteur à vie. Donc, pour ça, ça demande des contacts fréquents avec les livres, mais avec des gens aussi qui sont des passeurs culturels pour qu'on voit apparaître cette posture-là de lecteur. Mais un projet pareil, Catherine, ça voyage mieux quand il y a des appuis concrets. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de vos partenaires, le Limier Voyageur et l'UQAR, et ceux qui vous soutiennent, parce qu'il y en a des gens et des organismes qui vous soutiennent. Oui, le Limier, c'est tellement important. C'est porté, entre autres, par Virginie Martel, qui est professeure-chercheur en didactique des sciences humaines à l'UQAR. Et le Limier, c'est l'acronyme de littératie illustrée, médiathèque, intervention en recherche. Donc, Virginie, elle m'appuie beaucoup pédagogiquement, mais elle m'appuie aussi concrètement parce qu'elle a nouvellement fait l'acquisition d'un WES qui est devenu le Limier Voyageur, qu'elle a appelé Jack, comme dans le roman de Jacques Poulain, et qui va m'accompagner aussi dans la plupart de ma route d'été. Et Virginie, c'est une partenaire précieuse parce que je pense qu'elle partage à fond mes visées de la caravane. Il y a quelque chose de vraiment profond puis de commun qui nous anime dans notre rapport au livre puis à la citoyenneté. Quelles sont les retombées de ce projet, Catherine? Qu'est-ce que vous observez concrètement? Je pourrais parler des retombées directement sur les populations vulnérables, mais on peut difficilement mesurer quantitativement tout seul. Ça se mesure plus en qualité de présence d'humain à humain. Mais moi, je pense que l'important, c'est de parler des retombées sur les croyances des gens envers la littérature jeunesse. En parlant avec les gens qui viennent me voir, je vois qu'il y a des fois des préjugés ou des conceptions par rapport à la force d'une œuvre pour enfants. Et là, ils se rendent compte qu'il y a un talent vraiment brut qui se vit dans la littérature jeunesse qui est foisonnante. Il suffit de lire Bonhomme de Sarah V. Claude Dubois, Esther Anderson de Timothée de Fontbelle, Plonger dans l'été de la Suédoise Sarah Strasberg, Un grand jour de rien de Béatrice Almagna, qui est une Italienne qui a même migré vers la France pour pouvoir publier. C'est assez fascinant, cette histoire-là. Lire du David Cali, du Jacques Gaustin, du André Poulain, je peux en nommer plein. J'aimerais que tout le monde considère la littérature jeunesse comme une littérature à part entière, puis j'ai envie que les gens qui me rencontrent après ils s'inclinent devant l'intelligence des créateurs pour les enfants. Une super observation. L'été qui s'en vient s'annonce comment pour Jack, le Limier Voyageur, et la caravane littéraire? Vous irez où? Et comment on peut vous suivre sur la route? On peut me suivre sur la route en tapant Caravane littéraire. J'ai un compte Facebook, puis un compte Instagram qui est lié aussi. En fait, vous m'avez demandé, ça allait être quoi ma route cet été? Hein? Oui. Bon. Alors, ma route cet été, ce qu'il y a de prévu, c'est d'aller voir des enfants qui sont issus de milieux socio-économiques plus défavorisés. Il y a des communautés immigrantes. Il y a aussi nouvellement un nouveau partenariat avec des jeunes qui sortent de la rue. Donc, c'est une dizaine de sorties qui est prévue. Puis, je vais aussi profiter de mes vacances des fois pour faire des petits pop-up. Donc, peut-être qu'à Kamouraska, j'ouvrirai la caravane, puis on fera des belles rencontres parce que c'est tout le temps des belles personnes qui viennent voir la caravane. Donc, j'ai Tournée d'automne de Jacques Poulain, deux exemplaires maintenant dans mon coffre à gants. Puis j'ai même des manuscrits sous le siège, comme dans le roman. Donc, j'aime ça, cet aspect des coïncidences puis des hasards heureux autour des livres qui sont générés par la caravane. Donc, j'ai vraiment hâte à cette tournée-là. On vous en souhaite plein. Je voudrais vous remercier, chère Catherine. On vous souhaite de bons vents.
du soleil, des destinations accueillantes et surtout des lecteurs et des lectrices heureux et heureuses. Merci de faire voyager loin votre caravane littéraire et au plaisir d'une prochaine rencontre. On va mettre les liens sur le site de l'émission pour vous suivre et la documentation sur la caravane littéraire. Au grand, grand plaisir. Au plaisir, Marie. Merci. Merci beaucoup. Formidable Catherine. Je souligne qu'on l'a rencontrée une autre fois cette année à Imagez-moi à voix haute et aussi qu'on a rencontré Virginie Martel. Je vous mets les liens vers ces 2 épisodes sur notre site. D'autres idées de lecture et de sorties littéraires, pour tous les liens, c'est sur le site de l'émission. Dimanche prochain, le 9 juin, à Marie raconte, je lis Le rêve gourmand de Lila de Nicolas Aumet et François Teasdale, publié chez Édito Jeunesse. Voilà plusieurs jours que Lila n'a mangé que des miettes. À l'école, la petite souris essaie de se faire discrète malgré son ventre qui crie famine. Alors qu'elle n'arrive pas à garder les yeux ouverts, ses amis bienveillants vont lui préparer une délicieuse surprise. L'album aborde un sujet délicat, la pauvreté, la faim, et place l'entraide et la bienveillance au centre de l'histoire. On en écoute un extrait. Loulette retourne à sa place, quand soudain, glou, 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 Viateur, le raton laveur, tourne la tête vers la petite Lila, qui dort profondément. Le raton chuchote à ses amis. Le son vient du ventre de Lila. Oh là là, c'est beaucoup plus grave ça. Le nouveau numéro CJ, qu'est-ce qu'on lit? CJ pour Communication Jeunesse, édition Printemps-Été est sorti. 249 titres suggérés dans la sélection Printemps-Été, regroupés en catégories 0-5 ans, 6-8 ans, 9-11 ans et 12-17 ans. Des rencontres avec des créateurs, des réseaux littéraires sur les thèmes du sport et de la famille, des articles sur la poésie et l'enseignement en plein air, bref, une mine d'or. Et c'est gratuit. Le lien pour télécharger le magazine est sur notre site. En mai 2023, dans le cadre du congrès de l'ACFAS, a eu lieu le colloque « Les livres jeunesse à l'école ou hors les murs ». Pourquoi, comment et quoi? La publication des actes sous la direction de Rachel de Roy-Ringuette et Isabelle Montesino-Gelais est maintenant disponible. Le recueil contient 8 chapitres répartis sur un peu plus de 200 pages qui concernent des sujets variés quant aux livres jeunesse dans les classes, à la bibliothèque scolaire et même dans un vanagon nommé Jack qui sillonne les routes en été. On salue Virginie Martel ici. Le document est hébergé sur le site de la revue Le Pollen. Le projet Passeurs de lecture de la Faculté de l'éducation de l'Université de Sherbrooke a comme objectif de partager le plaisir de la lecture à des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire en offrant des occasions d'échanges libres et privilégiés autour de la littérature. Les rencontres sont orchestrées en classe par toute personnes étudiantes de différents départements interpellées par le développement de compétences en littératie et par l'importance de donner et d'entretenir le goût de lire tout au long de la vie. Passeurs de lecture au fil des pages offre l'occasion aux jeunes comme aux moins jeunes de s'arrêter et de vivre la littérature et tout ce qu'elle peut nous apporter. Je mets le lien sur le site vers une vidéo qui explique tout ça. Mettez la date à votre agenda. La 5e édition du Festival de littérature jeunesse de Montréal se tiendra le dimanche 11 août 2024 au Parc Noël Spinelli dans l'arrondissement de Lachine. C'est un événement gratuit pour toute la famille et les passionnés de littérature jeunesse. La programmation est à venir. Quelques sorties de livres récentes à souligner. D'abord, dans la série Lucie et compagnie, l'album Printemps de Marianne Dubuc, publié aux éditions Album. On y retrouve Léon, Adrien, Antoine, Marcel et Doris avec 3 nouvelles aventures printanières.
Publié chez Deux de Martine Arpin et Jean-Claude Alphen, Philémon à l'école. Pour les jeunes lecteurs et lectrices, une troisième aventure déjà pour ce mignon petit ornithorynque. Chez Petit Génie, 3 nouveautés, 2 documentaires animés, tout carton pour les tout-petits, Si j'étais une abeille et Si j'étais un singe par Mathieu Fortin. Texte en rime et images colorées. Et Le chant de louve de Kate Rolfe, une histoire qui permet d'aborder le thème de la dépression et de l'amitié avec les enfants. Une nouveauté d'André Poulain, illustrée par Sophie Casson, Quand ils sont venus, aux éditions de Lisatis. C'est l'histoire d'un village paisible où chacun vit heureux et tranquille jusqu'au jour où les sans-entrailles décident de faire la loi. Ils s'en prennent aux renards parce qu'ils sont roux, aux loups parce qu'ils ont des terres fertiles, aux coyotes qui vénèrent un autre dieu que le leur. Quand ils sont venus est inspiré d'un poème du pasteur Martin Niemöller, déporté en 1937 dans un camp de concentration parce qu'il s'opposait au régime nazi. Ce récit souligne le danger de l'indifférence et dénonce l'inaction. Je m'appelle Oli, j'ai 10 ans. J'aime le livre de Alexa car il met de l'action et de l'humour. Parce que l'agent Jean, il écoute rien, il fait n'importe quoi et il réussit ses missions. Il fait des câlins quand c'est pas le temps. Je vous recommande l'agent Jean de Alexa si vous aimez des émotions drôles et l'action. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je remercie les invités et les collaborateurs de cet épisode. Olivier Dezutter de l'Université de Sherbrooke, Marie Barguirdian pour sa chronique, Marie encore et Mathilde Routy pour leur chronique littéraire, Catherine Lapointe en rediffusion, Michel Brûlé pour le soutien à la recherche, Mathieu Tessier en régie, au montage et à la mise en onde, et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Je vous souhaite des lectures captivantes et on se retrouve, je le souhaite, dans 2 semaines.